Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs choses. Bon, la première partie, on va parler des secrets de famille, comment essayer de s'en émanciper et comment pour certains goïs il se fait que le judaïsme les gangrène jusqu'à les terroriser. Ensuite, on va aborder le 11 septembre et puis l'assassinat de Kennedy pour se situer par rapport à d'autres thèses qu'il y a, si vous voulez. Donc, la première partie, c'est les secrets de famille. Bon, chacun naît au sein d'un environnement familial et se voit attribuer inconsciemment un rôle qui n'est pas original. C'est-à-dire qu'il y a une transmission intergénérationnelle où les parents se défaussent de leur échec émancipatif sur leurs enfants. Pourquoi? L'enfant représente pour les parents la médiation symbolique de leur tentative d'émancipation aux anciennes générations. Chacun a subi, par rapport à ses propres parents, un traumatisme, plus ou moins important. Psychologique, ou ça peut être ce qu'on appelle un viol réel ou symbolique. Bon, chacun en sort plus ou moins blessé ou pas, et ça va régir, si vous voulez, c'est le principe qui va régir les rapports après par la médiation de la société entre les gens. La méthode pour s'en extraire, c'est un peu ce qu'a expliqué le Christ au travers de son parcours. Les secrets de famille, c'est un peu le chemin de croix, si vous voulez. Chacun se coltine son chemin de croix et un rôle ingrat. Mais au lieu d'en sortir complexé et haineux, eh ben, le Christ fait le tour de toutes ces complexes, cette haine, cette transmission intergénérationnelle, et finalement, alors que les Romains laissent les Juifs choisir Barabbas, donc les Juifs qui sont dans la narration que j'explique, les marchands du temple, c'est-à-dire les gens qui, au lieu de travailler à l'émancipation, se réfugient dans le monde matérialiste, quoi, si vous voulez. Et Barabbas, c'est le gauchisme, donc le voyou, quoi. C'est-à-dire que par rapport à la complaisance vaniteuse matérialiste, on a la prédation gauchiste, de vouloir, c'est un peu comme si vous avez un environnement clos où les gens se prédatent au lieu de s'entraider. Où les communautés sont en conflit plutôt que de s'entendre, si vous voulez. Donc, on voit que tout ça, c'est la transcription du monde. Vous avez des enfants qui sont parfois délaissés par leurs parents, qui se complaisent dans la vanité du monde matérialiste, qui n'est que la médiation de leur tentative d'émancipation via la symbolique du monde du travail. Et en fonction de ça, les enfants ont plusieurs choix. Soit ils se plient à ce matérialisme négationniste, auquel cas ils se soumettent au système, comme leurs parents, mettons. Et dans ce cas, ils s'impliquent dans le processus de prédation gauchiste et de dette. Car évidemment, quand on fait semblant, par la médiation matérialiste, de s'émanciper, eh bien, on accumule dans sa quête d'émancipation une dette, puisqu'on ne fait pas le travail correctement. Et ça, l'économie est la retranscription directe de ces rapports subtils. Et on couple ça du gauchisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens plus ou moins émancipés. Les gens qui sont un peu plus émancipés que les autres, parfois sont ambigus et ne font pas l'effort d'aller au niveau supérieur. Donc ils sont dans une gestion. Et ceux qui sont moins émancipés, comme ils sont mus par le gauchisme, vont essayer, puisqu'ils ne font pas d'effort, de faire leur fortune en récupérant les miettes, voire en faisant tomber les gens un peu plus émancipés qu'eux, leur faire les poches. Ça répond à la velléité de certains de tuer le père. Sauf qu'ils ne tuent pas leur père, ils tuent les parents de ceux qui sont opposés aux leurs et qui sont un peu plus émancipés que les leurs, si vous voulez. Puisqu'ils sont soumis aux leurs et qu'ils ont acté qu'ils faisaient partie d'une même mouvance bloquée, si vous voulez. Bon, ça, c'est des subtilités sociales, si vous voulez. On peut prendre l'exemple des gens du Front National
qui sont un peu plus émancipés que les gauchistes, mais qui font pas l'effort de passer au niveau supérieur, qui sont dans une gestion bien souvent patrimoniale. Ils sont bien plus vertueux parce qu'ils se concentrent sur leur culture, leur économie, et se déportent pas dans les autres, si vous voulez. Alors que les gauchistes n'attendent qu'une chose, c'est de piquer l'héritage, et après de coupler ça à une déportation dans des pays où ils médient leur volonté, leur velléité de meurtre du père, sur des cultures à indice de développement plus faible, où ils ciblent l'équivalent des gens du Front National, au profit des gens qui correspondent à leur communauté, si vous voulez. Globaliste, on va dire. Bon. Là, je pose des bases, si vous voulez, pour comprendre. On n'est pas obligé d'être un gauchiste ou un type du Front National. Cependant, on est bien obligé de prendre en compte cette réalité de prédation sociale qui n'est que la retranscription des rapports subtils intrafamiliaux médiés collectivement à la société. Tout le monde n'est pas au même niveau émancipatif et il y a des interrelations entre des gens qui sont censés être un peu plus émancipés et d'autres qui le sont moins. Et souvent d'ailleurs, on remarque que ces interpénétrations expliquent le dynamitage contrôlé de certaines sociétés. On peut dire par exemple, si on observe le profil du World Trade Center, qu'on a une mouvance qui est Kennedy pro-catholique, qui est siphonnée et dégradée par une mouvance protestante radicale à tendance sioniste, qui elle-même sera dans le temps détournée et dégradée par la mouvance juive sioniste. Ce qui fait que le World Trade Center des années 60, qui est boiteuse, on va dire, il y a une tour qui symbolise la catholicité irlandaise de Kennedy, et l'autre qui est la mouvance protestante, Lyndon B. Johnson, couplée à c'est l'Amérique raciste sioniste, si vous voulez, à l'induction sioniste. Du coup, il n'y a pas de surprise à voir le World Trade Center être dégradé finalement au profit de son plus petit dénominateur commun qui est juif sioniste, Silberstein. C'est-à-dire que progressivement, la société américaine est la retranscription de cette dégradation contrôlée de l'intérieur. Plus les Américains se déportent à l'extérieur pour dégrader d'autres cultures, plus ils sont dégradés de l'intérieur par une culture interne gauchiste envieuse. Le World Trade Center n'a fait que de se faire dégrader. En 93, il y a déjà un attentat, et en 2001, voilà. Et plus ces attentats sont perpétrés, en plus sous de fausses accusations, plus on met en place des lois liberticides qui superficialisent la société au profit des gens les plus superficiels. C'est-à-dire un fichage, un ciblage des gens qu'on peut dégrader, à qui on peut faire les poches au profit d'autres, si vous voulez. Alors pourquoi ce processus de dégradation? Parce que comme les gens, dans leur rapport intergénérationnel, font semblant de s'émanciper et se réfugient dans le matérialisme, ils ont une tendance juive sioniste. Les juifs sionistes sont plus bas au niveau émancipatif qu'eux, et ils haïssent les gens qui prétendent être plus vertueux qu'eux, mais qui ont des failles, si vous voulez. Leur but à eux, c'est de se dire ils sont un peu plus émancipés, mais ils sont hypocrites. Donc, autant aller direct au but, puisqu'ils ne font pas d'efforts, on va accélérer la dégradation au profit de notre communauté, qui est le bout de la chose, si vous voulez. Et c'est en ça que les Juifs terrorisent bon nombre de goïs, et ça vaut pour le monde musulman, parce que, regardez, le Christ chasse les marchands du temple. Les Romains sont des boiteux. Ils ont la volonté de dominer autrui par l'Empire. Et ils laissent les Juifs choisir Barabbas, c'est-à-dire choisir le gauchisme gangstériste au profit d'un négationnisme matérialiste, si vous voulez. Et donc, malgré le fait que les Romains soient boiteux, ils vont s'approprier le christianisme. Donc, ils vont ventiler le judaïsme aux quatre vents, qui n'a plus de... C'est une tentative d'émancipation. Donc, les Juifs vont être éparpillés au travers le monde. Bon. Comme les Juifs sont négationnistes au niveau du judaïsme, dans la prégnance extrémiste, c'est-à-dire enfermés et soumis au secret de famille, de manière inconditionnelle, on va dire. Hein. La prédation rabbinique n'arrange rien, si vous voulez. Ça donne, dans le fond, une tendance pédérastique
chapeauté par de la pédophilie consentie et enfermé dans un modèle rigoriste, matérialiste, antichrétien. Cloîtrés dans une haine, non pas contre leurs propres parents, mais contre le monde extérieur accusé de tous les travers, pour pas avoir à faire de travail chez eux, si vous voulez. C'est pour ça qu'on voit que certains juifs accusaient le Christ d'être éternellement condamné à bouillir dans une marmite d'excréments, ce qui est leur propre réalité, puisque le Christ, lui, après son chemin de croix, pardonne et s'extrait, si vous voulez, du complexe et de la haine par la maturité. Comme les gens ne font pas d'efforts et préfèrent se complaire dans le matérialisme, et bien progressivement, ils sont siphonnés par le judaïsme. C'est comme ça qu'on comprend l'héritage chrétien et sa dégradation progressive au profit de la résurgence d'Israël. Les Romains vont disparaître, l'Empire romain va s'effondrer, les peuplades du Nord, avec le paganisme défaitiste, qui se juxtapose avec le judaïsme, puisque Odin se complaît dans le matérialisme et dans le culte scientifique au détriment de la spiritualité, ce qui le diminue et finir broyé par les mâchoires du loup Fenrir. Donc, quand l'Empire romain s'effondre, les peuplades nordiques vont s'amalgamer avec le mouvement gréco-romain et le défaitisme va s'imposer. Progressivement, on va voir le catholicisme se mettre en place. Et les croisades vont être la tendance sous-jacente du défaitisme nordique qu'on retrouve dans les comportements nordiques à déferler en contrebas pour piller des cultures et maquiller une faillite économique. Je ne mets pas les musulmans sur un piédestal puisqu'ils sont aussi peu vertueux que les chrétiens à ce niveau-là. Et donc, après le schisme de l'an 1000, la branche chrétienne va se scinder d'un côté, avec ce qui va donner les orthodoxes plus tard, et puis va encore se déliter parce qu'ils vont se déporter les catholiques dans la conquête des Amériques, vont superficialiser à l'extérieur, et donc ça va amener le protestantisme, qui va dégrader le catholicisme, l'orthodoxie, au profit de la résurgence d'Israël sur un globalisme marchand. Donc on voit bien qu'à échelle collective, de plus en plus, les gens sur Terre, la retranscription de leur vie n'est dédiée pas à faire des efforts spirituels, mais qu'à une hypocrisie matérialiste qu'on ne peut pas nier puisque plus les gens font semblant, plus Israël croît et plus le judaïsme prend d'importance. Ça veut dire que le modèle juif négationniste antichrétien qui préfère se réfugier dans le matérialisme est la tendance qui domine de plus en plus au niveau des sociétés. Parce qu'on peut se poser la question philosophique, est-ce que ma vie, mon travail a un sens au niveau spirituel? Ou est-ce que le travail ne me dégrade pas dans un rapport social négationniste, antichrétien, qui va dans le mauvais sens, si vous voulez? Est-ce que je dois participer à ça? Est-ce que j'y laisse pas des plumes? Est-ce que je me méprise au niveau d'une mascarade, si vous voulez? Parce que si on regarde bien, au lieu de rester chez eux, les catholiques espagnols et français, en leur temps, sont allés conquérir les Espagnols surtout, mais sont allés se déporter dans le monde. Et puis, ils ont créé la dette. L'Espagne n'a pas retiré beaucoup de profit de la conquête des Amériques. Et progressivement, ils ont été siphonnés par de la piraterie, donc la sous-jacence négationniste matérialiste, que le protestantisme, qui va mettre un monde marchand, étendre un monde marchand par les mers, si vous voulez, vont établir à leur détriment. D'ailleurs, toutes les propriétés des îles catholiques vont passer progressivement à la monarchie protestante. Et le Commonwealth va étendre une marchandisation qui va dégrader les mouvements religieux au profit du judaïsme. Entre-temps, l'islam a proposé aussi une tentative d'émancipation qui, elle aussi, va se déliter. L'Empire ottoman, qui est un empire boiteux qui ne respecte pas complètement les préceptes musulmans,
va être délité au travers de la fracturation du monde occidental, si vous voulez, et ça va donner des éclats qui vont se disperser entre bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, si vous voulez. Ça va suivre le même dégradation, si vous voulez, avec, comme c'est un peu plus tard que ça apparaît, surtout dans les années 600-700, il va y avoir un délitement qui va se mettre en parallèle, si vous voulez. Mais tout ça, c'est la retranscription à échelle collective d'une seule chose, le tissu familial et le rapport au père à la mère, le couple, le modèle de l'homme, le modèle de la femme, le rapport aux enfants, et le fait de prendre soin de ces enfants, de ne pas les négliger, de ne pas les mépriser, et de ne pas se réfugier dans un matérialisme négationniste finalement. Parce que si l'enfant est la médiation symbolique de la tentative d'émancipation des parents à leurs propres parents, négliger son enfant au profit du travail, c'est nier sa propension à s'émanciper spirituellement et à se dégrader pour des raisons de vanité matérialiste. C'est typiquement le fond du problème des cultures goy qui s'enfoncent vers le monde artificiel. C'est ce qui accompagne, si vous voulez, la marchandisation des naissances. La mise sur piédestal d'un négationnisme narcissique homosexuel et la dislocation de l'héritage chrétien au profit de lobbies divers et de compagnies monopolistiques individualistes, si vous voulez. Et donc on peut arriver, en partant du tissu familial, la base, si vous voulez, à décrypter toutes les influences culturelles, sociales et les déclinaisons des mouvements humains dans le temps, si vous voulez. On ne peut pas trop se tromper. Le protestantisme apparaît avec Gutenberg, la réforme, le culte de la science. Hein, et derrière aussi beaucoup d'hypocrisie, habilement maquillée, parce que c'est vrai que l'Église catholique romaine ne tenait plus ses préceptes. Le commerce des indulgences est totalement légitime. Le droit de pratiquer des péchés contre rémunération est absurde et anti-chrétien. Mais on a pris ce prétexte pour déporter les prérogatives de l'Église catholique romaine dans les mains de familles marchandes. D'où on voit que c'était une imposture. Et d'ailleurs, si on critiquait l'Église catholique romaine pour avoir fait le commerce des indulgences, chez les anglo-saxons, ça donne la taxe carbone et le droit de polluer. Qu'on voit bien qu'on est arrivé à un monde religieux en faillite qui a abouti sur une imposture matérialiste dont les Juifs ont été les bénéficiaires, puisque d'ailleurs l'arnaque de la taxe carbone a profité à des escrocs juifs qui ont été planqués le magot en Israël. Ça veut dire que si on observe la société de manière externe, on s'aperçoit que le système du travail, du monde du travail, est totalement dédié à une logique anti-spirituelle qui se dirige dans le mauvais sens. Au lieu de travailler à sa propre culture chez soi et à aller dans le bon sens et à inverser la tendance, on ne fait qu'accumuler la dette dans une société de consommation de plus en plus aliénée, on se déporte dans des cultures résiduelles à qui on fait les poches sous des accusations inversées, et finalement, le modèle juif d'accusation inversée sur le Christ est devenu le modèle qui s'est décliné dans les sociétés occidentales. Mais dans d'autres sociétés, hein, c'est pareil. Et ça, c'est véritablement problématique d'un point de vue moral et spirituel. Donc comment faire pour sortir de ça? De toute façon, moi, la plupart des gens ne m'écoutent pas. Il y a quelques gens en minorité qui sont intéressés par ce que je dis. Et le fait que la plupart des gens ne m'écoutent pas ou s'intéressent pas à ce que je fais n'est pas un problème pour moi. Moi, j'impose pas mes idées, je ne fais qu'exposer. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien choisir le judaïsme, le sionisme, et puis vivre au détriment d'autres personnes, si vous voulez, en siphonnant les ressources naturelles de la planète pour se complaire dans une mascarade.
C'est pas un problème. On peut très bien aussi faire comme on peut, si vous voulez. Hein. Les gens n'ont pas tous la capacité d'aller dans la bonne direction. C'est compliqué parce que, si vous voulez, le mécanisme du psychisme humain est assez verrouillé. Admettre que ses parents se disent « Moi, mon gamin, il m'oblige à réfléchir à mon passé, à ma mère, à mon père et à ce que j'ai subi. J'estime que c'est trop compliqué pour moi et c'est de la faute du gamin finalement, donc je le rejette à la figure. Certains parents estiment qu'ils ont été piégés par leurs propres parents et que de faire un gamin, c'est un boulet parce qu'il faut l'assumer et il faut faire le travail qui va avec, si vous voulez. Et du coup, ils rejettent sur le gamin la responsabilité. Et le problème des gamins, c'est que leur psychisme est souvent bousillé en pensant que c'est de leur faute, si vous voulez. Alors qu'en réalité, quand vous faites un enfant, vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous n'avez pas été piégé, vous êtes totalement responsable de ce que vous faites. À partir du moment où vous faites un gamin, vous devez l'assumer. Si vous le négligez, c'est parce que il vous renvoie un rapport à votre père et à votre mère qui vous dérange, si vous voulez. Mais c'est pas de la faute du gamin. Et donc, c'est pas à lui d'assumer par défaussement cette réalité-là. Et souvent, les gamins culpabilisent. Ou alors, ils faillotent. C'est-à-dire qu'ils se soumettent, comme leurs parents, dans un matérialisme négationniste. Et en réalité, c'est même plus perfide que ça. C'est qu'ils vont travailler une mouvance matérialiste qui va dégrader des mouvances un peu moins matérialistes sur le modèle gauchiste. C'est-à-dire, je ne fais aucun effort et je ne vis que dans une vie de rapine où je ne participe qu'à dégrader la planète au profit d'une complaisance matérialiste pédérastique dans la tendance de fond. Tous les homosexuels ne correspondent pas à ces tendances. Moi, je parle de la mouvance pédérastique qui correspond à ça. Comprenez, la subtilité consiste pour ces gens-là qui ne sont pas cons à ne pas assumer les conséquences de leur incapacité d'émancipation. Les gauchistes sont tout à fait conscients qu'assumer le labeur ingrat, c'est assumer quelque chose d'impropre. Ils n'ont pas la force émancipative pour s'en extraire, mais ils ont l'intelligence de le faire assumer à des gens un peu plus courageux, mais qui sont naïfs, si vous voulez. C'est bien souvent de cette manière qu'on se retrouve à voir des gens plus courageux qui tombent malades, parce qu'inconsciemment, on se défausse d'une maladie de gens incapables de s'émanciper, qui trouvent des naïfs sur qui se défausser pour échapper toujours aux conséquences de leur manque d'émancipation. Et c'est comme ça que bien souvent, par la tricherie, par la mesquinerie, le gauchisme arrive à sauver sa peau et à faire assumer toutes les conséquences de cette médiocrité de non-émancipation, les maladies, les dettes, de manière inversée sur les gens qui sont moins responsables de ça. Il y a une autre subtilité, c'est que souvent les gens qui font la peau ce sont des gens qui, à leur époque, ont fait la peau à d'autres personnes encore. Donc une démolition contrôlée. Ça, c'est la laideur du monde, mais c'est une réalité. Regardez, le World Trade Center, quand ça n'est que l'Amérique raciste et son gauchisme et son pendant gauchiste qui font la peau à l'Amérique résiduelle des années 60. J'ai expliqué que Kennedy, qui était irlandais catholique, voulait stopper la guerre froide, donner des droits aux Noirs. Ça ne plaît pas à l'Amérique raciste sioniste, qui ne veut pas faire d'efforts de reprise à l'intérieur et qui préfère toujours se défausser à l'extérieur. À l'époque, c'était ça. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, ça donne des générations qui sont contre la déportation chez les suprémacistes racialistes, alors que les gauchistes sont toujours pour une déportation. C'est là qu'on voit bien que les gauchistes d'aujourd'hui sont les héritiers de l'Amérique raciste qui a assassiné Kennedy dans les années 60, mais que les racistes américains, prétendus racistes américains, sont pas totalement dans la même lignée aujourd'hui, ce qui est très curieux. Comprenez. Kennedy est assassiné, Martin Luther King est assassiné.
les Américains se redéportent au Vietnam, c'est Lyndon B. Johnson, et puis l'Amérique raciste de Edgar Hoover, d'Edwin Walker, de Clay Shaw, de David Ferrie. Vous ne connaissez pas ces personnes? Alors je vais vous faire le profil. Edgar Hoover était un homosexuel qui se travestissait en femme. Il haïssait Martin Luther King et il était totalement au courant de l'assassinat de Kennedy qu'il a couvert. Et il a participé avec le FBI à pouvoir le mettre en place. Edwin Walker, général de l'armée américaine, qui fomentait des émeutes raciales et qui a fini par attouchement sur civils. Proche du Ku Klux Klan et de la John Birch Society. Le milliardaire Hunt, magnat du pétrole texan, raciste, proche de la John Birch Society, proche du Ku Klux Klan, qui s'est vanté d'avoir reproduit dans sa... C'était l'homme le plus riche de la planète à cette époque, qui s'est vanté d'avoir reproduit chez lui une réplique du Dealey Plaza pour permettre aux tueurs de répéter l'assassinat de Kennedy. Il s'en est même pas caché. David Ferrie, pédophile notoire anticastriste qui hurlait sa haine contre Kennedy. Retrouvé assassiné et donc pédophile notoire. Proche d'Oswald également. Clay Shaw, homosexuel sadomasochiste, impliqué dans une tentative d'assassinat sur De Gaulle en 1962. De Gaulle le voit venir avec son copain Mortimer Bloomfield, juif sioniste proche de Ben Gourion. Il les vire d'Italie et de Suisse. Et on retrouve ces deux-là dans l'assassinat de Kennedy. Surtout Clay Shaw, qui sera incriminé par le procureur de la Nouvelle-Orléans, Garrison. Et comme le système fonctionne mal et que les gens qui essayent de stopper le système sont malchanceux et pas toujours à la hauteur, et ben il s'en sort. Mais on a quand même là une Amérique raciste qui correspond quand même au film Psychose d'Hitchcock avec Bates, hein, qui s'habille avec les vêtements de sa mère et qui assassine tous les gens qui passent pour lui et qui jette les preuves dans une mare de pétrole. Bon. Cette Amérique raciste va donc assassiner Kennedy et se redéporter au Vietnam. Il est évident que les Noirs des années 60 vont être dégagés, Martin Luther King, Malcolm X, au profit d'une norme qui leur correspond. Donc, pendant que les protestants extrémistes racistes sont détournés dans des guerres de déportation, hein, le Vietnam, évidemment, les mouvements de mode sioniste retournent les jeunes contre le résiduel des années 60. Et les bobos protestants se prêtent à la mascarade. Clint Eastwood s'inscrit dans la veine de ces protestants bobos qui tirent bénéfice de cette imposture. Clint Eastwood, c'est un peu, si vous regardez mon analyse du film Retour vers le futur, le Michael J. Fox et le Marty, si vous voulez, qui est manipulé un peu par euh, Doc. Hein, regardez le film. D'ailleurs, il y a une référence à Clint Eastwood, hein, qui se protège derrière le Marty qui s'habille comme Clint Eastwood, dans un des épisodes, le troisième je crois, se planque derrière une plaque qui est le symbole de la monarchie et de la noblesse protestante, si vous voulez. Donc on voit bien que les bobos protestants jouent sur leur avantage de classe. Pour s'en sortir et adoptent le modèle gauchiste
au détriment de l'Amérique des années 60 auquel ils font les poches. Donc Woodstock, ça correspond à ça. Et Woodstock va notamment par le sexe, le drogue, le gangstérisme, pornographier les nouvelles générations, les superficialiser au profit d'un modèle qui sera plus en adéquation avec le sionisme. Mais regardez, Roman Polanski fait Rosemary Baby. Il a sa femme Sharon Tate qui est assassinée par Manson. Manson, c'est vraiment le produit de ces mouvements gauchistes et qui font la peau, si vous voulez, aux résiduels catholiques, parce que Sharon Tate est catholique, qui a eu le malheur de se coupler au sionisme et qui s'est fait trahir, si vous voulez. Polanski était absent de sa demeure quand Sharon Tate, qui est enceinte, a été assassinée, égorgée, que son bébé a été tué par des drogués hallucinés, les membres de la famille de Manson. On voit bien là l'imbrication de la mouvance sioniste juive et son influence répugnante au sein de la société qu'elle dégrade. Mais les Américains ne sont pas des victimes puisqu'ils dégradent d'autres cultures et qu'ils ont dégradé l'Europe au profit de la passation de pouvoir. Pour prendre l'hégémonie, ils ont dégradé l'Europe en prétendant être des libérateurs. Mais on a bien vu que le libéralisme anglais donne le néolibéralisme, une déclinaison, le charbon donne le pétrole. Le charbon anglais de l'ère industrielle anglaise donne le pétrole américain. Donc on est dans un modèle qui va de plus en plus dans le mauvais sens, c'est la déportation, si vous voulez. Les Américains ont été envoyés se déporter dans la nature par les Anglais. Et ils n'ont pas fait ils n'ont pas été dans une direction inverse, ils n'ont pas inversé la tendance. Et on a bien vu que l'Europe a été dégradée au profit de la passation de pouvoir du libéralisme anglais au néolibéralisme américain. Et que l'American Way of Life a continué à dégrader l'Europe, si vous voulez. Donc c'est pas que c'est les libérateurs, c'est qu'on va dans un système qui permet aux Juifs et à Israël de prendre de plus en plus de poids. Donc on est bien dans un modèle négationniste, qui tue l'humanité au profit de l'humanité artificielle, et qui se cache derrière le crime contre l'humanité, les droits de l'homme, alors qu'évidemment c'est tout l'inverse. Alors, partant de là, eh bien on voit que l'assassinat de Kennedy a de graves conséquences pour la société américaine et pour le monde, puisque c'est l'Amérique qui devient le modèle. De Gaulle est dégagé par mai 68, pas tout de suite, mais ça va. Le mal est fait, si vous voulez. L'American Way of Life va être poursuivi par cette génération mai 68, Sarkozy, Hollande et Macron, le produit dérivé. Et on va aller vers le marché transatlantique, et donc la France va subir la même dégradation par effet de domino. C'est-à-dire que les résistants qui étaient du côté des judéo-protestants seront dégagés par les judéo-protestants. Ils ont participé à dégrader l'ancien modèle. Ils sont dégradés eux-mêmes, si vous voulez. Et s'ils résistent, ils sont assassinés. Enrico Mattei, en Italie, par exemple, qui veut mettre un modèle pétrolier italien en concurrence avec les anglo-saxons. Il se fait assassiner. On est à l'époque du Gladio, là, où les Américains se font passer pour des communistes terroristes, alors qu'ils font des attentats et ils accusent les communistes pour dégager les communistes. Puisque, en plus, les Anglais ayant fomenté le bolchevisme en 1917, pour dégrader la branche russe, les Américains, quand ils prennent l'hégémonie, ils continuent la dégradation par la guerre froide. Ils avaient déjà fomenté, par la Révolution française, la dégradation de la monarchie catholique, qui était pourrissante. Après Napoléon, qu'ils ont dévié vers la Russie, la France se plie au libéralisme anglais et à la dette, et au colonialisme. Et on fait payer les Allemands les moins pires, si vous voulez, parce que 14-18, il faut payer l'addition. Et c'est là-dessus qu'Israël réapparaît, si vous voulez, au détriment des Arabes, qui, eux, poursuivent aussi une dégradation de l'islam par le travestissement de certains mouvements qui se convertissent au sionisme, si vous voulez. L'Empire ottoman tombe, et tout ça se disloque, et se dispatche entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Et on voit qu'après la confrontation de la guerre froide, ça consiste pour le bloc de l'Ouest à se réapproprier les sphères d'influence de l'URSS, et donc dans les pays arabes morcelés, à dégrader les pays pro-palestiniens et pro-russes au profit de la dette sioniste, si vous voulez. Bon. Quelle est la réalité du monde juif? C'est que comme ils n'ont pas fait d'efforts depuis l'arrivée du Christ et du prophète Mahomet, qui représentent deux tentatives d'émancipation dans deux cultures, la seule chose qu'ils peuvent faire, parce que dans un monde spirituel ils n'ont pas de place, c'est d'inciter les gens qui ne font pas d'efforts à aller dans la mauvaise direction et donc à se superficialiser pour permettre au modèle juif de se perpétuer dans le temps indéfiniment.
Ce qui explique la démolition contrôlée des cultures goy par les juifs qui tiennent les goy par leur hypocrisie, si vous voulez. Puisque j'ai expliqué que comme les gens ne veulent pas faire d'efforts d'émancipation à leurs parents, ils se complaisent dans un matérialisme de soumission au système. Et que, évidemment, les rois et les maîtres du matérialisme de soumission, ce sont les juifs. C'est le plus petit dénominateur commun de la chose. C'est pour ça que les gens mettent le judaïsme au centre de leurs préoccupations et sont terrorisés par les juifs. Parce qu'ils ne les voient pas. C'est un peu l'éléphant qui a peur de la souris, si vous voulez. Et la souris le sait. Et donc, les juifs, notamment par leur branche extrémiste, parce qu'il n'y a pas qu'une branche extrémiste chez les juifs, ils produisent aussi des élites intellectuelles qui, eux, sont constantes, si vous voulez. Ça leur permet de progresser, alors que les... C'est pas tant qu'ils progressent, si vous voulez, c'est surtout que les autres tombent. Et ça leur permet... Si dans le Retour vers le futur, on dit que le frère et la sœur de Marty sont juifs, hein, le couple judéo-protestant, vous voyez que plus Marty dégrade le mouvement catholique, hein, Biff, c'est Kennedy en fait, hein, il suffit de regarder mes analyses, plus le frère et la sœur prennent de poids et plus la famille de losers de Marty devient socialement acceptée, si vous voulez. C'est un processus qui, par la dégradation des cultures, permet aux gens les plus superficiels et les plus foireux d'être de plus en plus importants. Voilà comment le judaïsme prend du poids dans des cultures qui ne font pas d'efforts. C'est que quand on dégrade tout au profit d'une superficialité collective, ce qui est superficiel l'apparaît moins et devient de plus en plus légitime pour les gens qui n'y voient pas clair, si vous voulez. Alors, c'est pas par hasard que le tissu familial est visé, qu'on essaye de séparer les hommes et les femmes, qu'on essaye de vulgariser l'enfance et qu'on essaye de disloquer les familles, si vous voulez. C'est que le but, c'est de dégrader tout ce qui fait l'humanité, finalement, pour isoler les gens dans une pédérastie de soumission au système et les artificialiser. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon, après vous allez me dire, ouais, mais si on t'écoute, on ne fait plus rien, le monde est affreux, et cela, et ceci, et cela. Mais il faut quand même avoir ses repères en tête. Je ne dis pas que tout le monde correspond à ça. Mais je dis qu'il y a quand même une tendance. Et les marqueurs, c'est la dette qui s'accroît, les lobbies gays, juifs et francs-maçons qui prennent de plus en plus d'importance, et Israël qui croît. Plus les guerres de déportation dans d'autres pays, qui ne sont que la manifestation du fait que les gens ne font pas d'efforts chez eux et préfèrent toujours se défausser ailleurs. C'est-à-dire ne vivent que dans un système qui fait les poches au système résiduel au lieu d'aller dans le bon sens. Ça va avec la dette, ça. Bon. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose, moi, dans ce que j'ai dit? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on mêle ça aux faits tragiques de l'histoire. Donc, on va en arriver au 11 septembre et à l'assassinat de JFK. Bon, la logique veut qu'on commence par l'assassinat de JFK parce que ça arrive avant et puis que ça serait plus logique qu'on commence par ça. D'après mes informations, dans l'assassinat de Kennedy, il y a 6 équipes qui sont dédiées le jour de l'assassinat à faire disparaître le président des États-Unis, Kennedy. La première équipe est située dans le Daltex Building, c'est-à-dire à l'arrière du cortège.
C'est la balle qui va toucher le dos de Kennedy. Plus l'armature métallique de la voiture. Je mettrai en détail les tirs qui proviennent de ce bâtiment et éventuellement les noms des tireurs. La deuxième équipe est située dans le Dallas Texas Book Depository. L'un des tueurs est Wallace, qui est l'homme de main de Johnson et qui est impliqué dans l'assassinat de certains de ses opposants. Alors, Johnson avait une raison particulière d'assassiner Kennedy, c'est qu'une enquête était en cours sur les meurtres qui jalonnent le parcours politique de Johnson et qui voient les gens qui lui empêchent d'accéder au pouvoir disparaître. Et Wallace est impliqué là-dedans. On retrouvera les empreintes de Wallace à l'emplacement où on prétendra qu'Oswald a tiré. When he was done, he had a 34-point match. And when you mention that in criminal circles to an investigator, how confident would you feel with a 34-point match? Oh, that's a slam dunk. It can't miss. It doesn't get any better than that. You give me a 34-point match on any case in the United States, I'll take it to court and win. The inked and the latent prints are made by the same finger. And the other evidence that I've been presented with was Malcolm Wallace's left little finger, without a reasonable doubt. Oswald est impliqué dans l'assassinat, mais il n'a pas tiré. Au même étage se situe Eladio Del Valle, qui est un anticastriste qui va lui tirer plusieurs balles, mais qui lui va uniquement réussir à blesser Connelly. On retrouvera Eladio Del Valle assassiné à coups de machette. C'est toujours suspicieux hein, quand on est fini assassiné à coups de machette. C'est qu'on veut faire taire quelqu'un. Wallace et Del Valle ne sont pas les seuls dans cet étage. C'est que quand vous avez des tireurs, il faut des gens pour ramasser les douilles et puis pour évacuer les lieux plus facilement, effacer les traces. Donc il y a des gens avec eux. Il y a des équipes dédiées. Ça, c'est l'équipe 2 et 3, on va dire. Wallace, Del Valle. Oswald va aider à exfiltrer ces équipes en activant un monde charge et en leur permettant de sortir par une porte dérobée du Dallas Texas Book Depository. Des gens attesteront avoir vu par la porte sortir les tireurs.
quatrième équipe, alors la quatrième équipe, elle se situe, là on le fait dans l'ordre de suivi du cortège. Elle se situe sur le Grassy Knoll. Il est fort probable que le tireur soit Roscoe White, même si ça n'est pas une absolue certitude. C'est le tir qui va exploser le crâne de Kennedy. Roscoe White est un tireur d'élite de l'armée américaine. Il fait partie des 10 meilleurs tireurs d'élite de l'armée américaine. Et il va intégrer le service de police de Dallas quelques mois avant. Il va partir quelques mois après l'assassinat. Il finira brûlé dans un transformateur électrique. Et si la confession est tenue secrète chez les catholiques, elle ne l'est pas chez les protestants. Et il va confesser avoir tué non seulement Kennedy, mais aussi euh, un autre policier, Tippit. Hein, alors, pour l'histoire de Tippit, il faut que je raconte. Donc, après avoir tiré, si on admet que c'est Roscoe White, sur Kennedy, son arme va être démontée et prise par un faux ouvrier des chemins de fer, qui va ranger l'arme dans une boîte à outils. Il va aller après faire semblant de fouiller dans le parking. C'est pour ça qu'on voit Roscoe White, probablement, dans un film. Il va être exfiltré de cet endroit par Jack Ruby et Tippit. Pour pouvoir incriminer Oswald, qui a été désigné comme pigeon dans cette affaire, il faut une piste qui mène à lui. Donc, Ruby et Roscoe White vont tuer Tippit et on fera porter cet assassinat sur Oswald, avec l'intention qu'Oswald se fasse tuer, parce que la police de Dallas, c'est des bourrins. C'est plutôt une tendance raciste de Ku Klux Klan, John Birch Society. Et si évidemment un policier a été tué, White et Ruby, en fait, s'attendent à ce que la police de Dallas règle son compte à Oswald. Mais ça se passe pas comme ça. C'est Ruby qui va remettre le pistolet à Oswald, un pistolet neutralisé. Et Oswald se fera arrêter au cinéma. Hein, après avoir exfiltré les tueurs du Dallas Texas Book Depository, il a normalement un rendez-vous au cinéma hein, plus tard. Si vous voulez, c'est prévu comme ça dans le plan, si vous voulez.
Le fils de Roscoe White va aussi affirmer avant la sortie du film d'Oliver Stone que son père est impliqué dans l'assassinat. Cependant, le problème c'est que la piste de Roscoe White, qui a été mise en avance par Gary Mack et son acolyte, was known simply as the Babushka Lady. I had President Kennedy right in my Zoom lens. You know, I could see Connally anytime. He's a Texan, right? Appreciate him, love him, he's great, but I wanted to see the president. In the carnival atmosphere surrounding the motorcade, there was no indication of the danger lurking seconds away in Dealey Plaza. When I first heard a noise, I was not aware that that was a shot being fired, and maybe perhaps that's why I continued to film, because I thought it was a backfire or a firecracker. I mean, I wasn't used to being around guns. I did not realize that those were shots until I saw in the frame of my camera President Kennedy's head come off the back of his head. Then I realized that that was a shot. I don't know how many I heard. I know where I thought the shots came from. Was the picket fence area in that, around that large tree somewhere on the other side of those steps, but in the picket fence area. There was a figure there and there was smoke there. I will always believe that the man that shot President Kennedy was standing somewhere in the picket fence area. After the assassination, Beverly was contacted at work by FBI agents who took her undeveloped film and promised to return it within 10 days. She has not seen it since. From the position that I was filming, I had the best shot of the assassination, and probably the only one that had a real good shot of the grassy knoll. And probably would be a lot of unanswered questions answered if my film could be found. Fortunately, a few feet to Beverly's left, Mary Ann Moorman in the dark coat took her picture a split second after the president had been fatally struck in the head. Although frequently examined by the FBI, her historic snapshot was too widely publicized to disappear. We know that the president's car was in the center. Its dramatic secret, however, has only recently been uncovered. After 5 years of intensive study of the Moorman picture by two researchers in Texas, Jack White and Gary Mack, there is at last convincing evidence of a gunman up on the grassy knoll. Here is the guy that we call Badge Man, and it appears to me that from our study of it, his waist is right at the top of the wooden fence. Gary Mack was the first to isolate the image, now known as Badge Man. What I was looking at, to a lot of people, might have just been like looking at an ink blot or something, and all of a sudden I started to see eyes and ears and forehead and hair, and little by little the pieces of this image started to make sense to me. And that's when I first called Jack, and with his photographic work doing the blow-ups, we could see more and more and more detail. And at one point, we realized that this fellow was probably wearing a police uniform, or some type of uniform that was close enough to what the Dallas police were wearing, so that he could pass as a police officer. Then that means the witnesses were correct, and the researchers who have spoken of conspiracy for 25 years now were also correct. It means the Warren Commission was wrong. There was a conspiracy. The question then is, who was involved in the conspiracy? And alongside with that is, was Lee Harvey Oswald involved in the conspiracy? One of the good things the Warren Commission did was literally itemize the last few days of Lee Harvey Oswald's life. And the problem for the Warren Commission now would become, well, he had no opportunity to be with other people to plan something like this. So we now have to wonder seriously, perhaps for the first time, whether Lee Harvey Oswald even fired any shots. Est un peu trop belle pour être vraie, parce qu'elle est sortie au travers d'un documentaire d'un type qui était un menteur et qui a impliqué dans l'assassinat la French Connection et la mafia corse. Or, les gens qu'il a incriminés, Sauveur Pironti, Bocconiani et un autre, ils avaient tous des alibis, si vous voulez. Et ils sont tous peu crédibles. D'autant plus que le mafieux qu'implique notre ami là, au documentaire a été tué par la police mexicaine dans les années 70, ce qui est fort commode. Hein.
Donc, le problème, c'est que même s'il y a des témoins qui accréditent toute cette version... And in 1963, Gordon Arnold was a 22-year-old serviceman, just out of training camp and en route to a posting in Alaska. This is his first film interview. On that particular morning, what happened was I came downtown and I thought there was going to be a parade. So what I did was I parked my vehicle back here in this parking lot, and I intentionally walked to this particular corner because I wanted to take pictures of the parade off of the railroad bridge. Well, this is about as far as I got, because what happened is when I got my leg to about this position, a man came around the corner off the bridge, had a suit on, and he turned around and he told me that I wasn't going to be there. And I guess I was younger and more spunky at that time, because I told him, you and who else is going to keep me off the bridge? And he pulled out an identification card and he said, I'm with the CIA. And I said, well, that's enough muscle. I'll leave. So I turned around and I brought my leg back over like this. I walked down the fence line here about halfway. And I was looking over the fence to see if I could get a good shot of the parade. And he come back up and he told me, he says, I told you to get out of this area. And I said, okay. So I walked the complete length of the fence, got around on the other side. That's when I started to line up my frame so that I could take the picture of the parade. I had been panning shots through here so that I could get whatever was going to come down the street. And I saw that it was the President of the United States. And as I was panning down this direction, just as I got to about this position, a shot come right past my left ear. And that meant it would have had to come from this direction. And that's when I fell down. And to me, it seemed like a second shot was at least fired over my head. There's a bunch of report going on in this particular area at that time. And what happened was that while I was laying on the ground, it seemed like a gentleman came from this particular direction. And I thought it was a police officer because he had a uniform of a police officer. But he didn't wear a hat, and he had dirty hands. But it didn't really matter much at that time, because with him crying like he was, and with him shaking when he had the weapon in his hand, I think I'd have gave him almost anything except the camera, because that was my mother's. And literally what the man did was kick me and asked me if I was taking a picture. I told him that I was. And when I looked at the weapon, it was about that big around, and I decided I'd let him go ahead and have the film. I gave it to him, and then he went back off in this direction. I went off in this direction. And 3 days later, I was in Alaska. And I didn't come back to the United States for about 18 months. However, his story is confirmed by another eyewitness, Ed Hoffman, a deaf mute who is interviewed here for the first time. I'd gotten off work early because I had a dentist's appointment. I was traveling down the freeway here, and I remembered that President Kennedy was coming to visit Dallas. I parked my car here. I realized at this spot that I would be able to see Kennedy pass close by. I stood here and waited, and I was looking towards where he would be coming from. I suddenly saw two men who looked suspicious directly over there in the car park. 25 years ago, these trees did not obscure the view. From his position at the side of the freeway, Ed Hoffman could clearly see the car park area behind the grassy knoll. I saw a man standing here, wearing a black hat and a blue jacket. I saw a puff of smoke, and I thought it was a cigarette, but it wasn't. He had a gun, and he walked towards the railroad. He tossed the gun to the second man. Then he turned and straightened his jacket, adjusted his hat, and walked casually away. The man with the striped shirt, the railroad shirt, walked over to the electrical box with the gun. He took the gun apart. He put it in a toolbox. He then walked slowly away.
in the direction of the railroad track. When the motorcade passed by below me here, I realized that Kennedy had been shot. I was horrified. I saw a policeman standing on the railroad bridge, and I tried to get his attention, but he didn't see me. So I got in my car and drove to the area where I had seen the two men. But there were so many people there, and I couldn't find them. I went to the FBI to tell them what I had seen. They didn't want me to say anything. They offered me money to keep quiet. They didn't understand that it was more important for me to tell them what I'd seen. It was hard for me to communicate with them. I do feel that the two men I saw were working together, and that the one with the gun behind the fence was the man who shot President Kennedy. C'est un peu trop beau pour être vrai, si vous voulez. Mais ça reste une piste crédible. C'est l'équipe numéro 4, avec des gens dédiés à ramasser les douilles, à exfiltrer le tireur et à planquer le fusil. Il y a une équipe numéro 5 qui, elle, est mise en lumière par le fait qu'il y a 3 vagabonds qui sont arrêtés près du chemin de fer. Ils attendaient de partir avec le train, mais le train a été stoppé par celui qui contrôlait la gare parce qu'il a vu qu'il y avait du grabuge. Et donc, ils sont arrêtés par la police. On ne sait pas si les 3 vagabonds sont impliqués, mais il y en a 2, c'est sûr, ils sont impliqués. Certains parlent de Max, qui est un pseudonyme pour parler d'un ancien de l'OLS, qui est The Frenchman, qui pourrait être identifié comme le personnage suivant.
il y a aussi une ambiguïté, c'est que ce personnage-là, son identité a été usurpée par un autre type qui était plus un type du renseignement français qui était mêlé avec la mafia, si vous voulez. Donc ça, c'est l'équipe numéro 5, l'OAS ou un mafieux, un type des services secrets français mafieux. Il y a une 6e équipe qui n'a pas été mise en action et qui attendait Kennedy au cas où il n'était pas tué après le tunnel et qui était censé faire exploser une camionnette à son passage. Voilà, mais elle n'a pas été activée parce que Kennedy a été tué entre-temps. Voilà ce que je sais, moi, de l'assassinat de Kennedy pour l'aspect technique sur le terrain ce jour-là. Ce qui est intéressant, c'est que si on bascule maintenant du côté du World Trade Center, eh ben, il n'y a pas qu'une seule équipe, évidemment, dédiée aux attentats ce jour-là. Alors, on va s'intéresser aux faits et à comment je les perçois, parce qu'il y a plusieurs thèses qui s'affrontent et il y a pas mal de bagarres à ce niveau-là.